Voilà, merci à tous pour m'écouter et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Excellent, grand merci Christina. Merci d'abord pour l'effort de synthèse que tu as réalisé et puis également pour expliquer tout ça dans un français parfait. Merci. Donc, merci infiniment. Donc, il y a eu effectivement la question d'Emmanuel qui est précise, qui est de savoir un peu la superficie du quartier dont tu parles. Et puis moi, juste pour commencer le débat, donc d'abord, je t'invite à enlever le partage de l'écran. J'invite tout le monde également à rebrancher les micros et les caméras. Et moi, j'avais une petite question, mais c'est parce que c'est quelque chose que tu avais eu le temps de développer pendant ta soutenance. C'était la partie explication avec les habitants et comment tu amènes cet urbanisme tactique finalement dans les concertations et d'embarquer les habitants finalement dans l'aventure. Je sais que tu avais travaillé aussi sur ce sujet-là, donc si tu peux juste nous en dire un petit mot de plus. Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, et en ce qui concerne les surfaces, je l'ai pas, je pense que je l'ai obtenu pour les documents, mais maintenant, je l'ai pas dans la tête, donc désolé. C'est vrai que c'est pas les quartiers les plus grands de Lima, et ça, c'était aussi une question pour laquelle je l'ai choisi parce que c'est, c'est pas intéressant de trouver les plus grands pour le faire, mais je me souviens pas, désolé. Et en ce qui concerne comment faire les gens pour participer dans les projets, je pense que tout d'abord, c'est très important qu'ils prennent, oui, prennent soin du projet dès le début. Donc, il faut commencer par faire des petites réunions, des rendez-vous pour présenter les projets, quel est les buts, quelle sera la situation finale, de présenter des nouvelles situations. Par exemple, je sais qu'il y a certains exemples d'applications même à l'Amérique du Sud. Donc, ils ont pris les gens des magasins, des commerces de la rue, ils l'ont pris par exemple, Vitoria, en Espagne, ou Barcelone, pour les montrer comment même les gens là-bas étaient au début étaient contraires à ces projets parce que oui, je comprends. Et c'est normal qu'il y a peur à ces nouvelles situations, comment ça va marcher parce qu'on est très habitué à avoir la voiture toujours par la rue. On pense que l'activité commerciale est très liée à la voiture. Donc, tout d'abord, c'est normal, mais c'est à la fin, et dans les projets de Barcelone, de Vitoria aussi, je connais un de San Felipe à Bogota. Et au début, les gens du commerce étaient toujours contre les projets et finalement, ils ont été eux qui ont participé, qui ont mis de la lumière et ils ont aussi décoré la rue pour les rendre plus attractifs. Donc, c'est très important de partager les messages et toujours écouter quels sont les besoins, quels sont les problèmes qu'ils trouvent, parce que finalement, ce sont les habitants qui connaissent mieux le lieu, qui connaissent où est-ce que prennent en compte que Lima est si non réglementé. Il y a beaucoup de gens qui vendent des choses dans la rue. Donc, si vous savez où est-ce qu'ils sont toujours, c'est plus facile à dire, ah d'accord, mais donc on peut mettre un petit espace pour que vous êtes plus sûr dans des espaces plus sûrs, mais aussi parce que comme ça, on crée des réseaux économiques. Et donc, ça, Ouais. c'était une chose très importante dans les projets. Très bien, merci. Alors, on est très nombreux ce soir, hein, je pense que c'est même un record pour un vendredi soir. Donc, merci déjà d'être là. Je vais essayer du coup de distribuer la parole. Donc, Bruno a levé la main. On t'écoute, Bruno. Et puis ensuite, oui, Chantal. alors, moi, ce n'est pas une question, c'est une réponse à Emmanuel. Parce que moi, je m'étais posé la même question, donc j'ai essayé de faire l'estimation. À mon avis, on tourne à 350 hectares à peu près. D'accord, oui. Oui, je pense que 350 hectares, pourquoi, Bruno? Pardon? Pour le quartier de l'INSEE ou pour le quartier de l'INSEE, si. Oui, pour l'INSEE, oui. Oui, 350, à peu près. Hein, et l'îlot, le super îlot, lui, fait combien? Il fait 400 par 400. Le super îlot.
Oui, Là, c'est à Barcelone, il fait 400 Oui, par à Barcelone, 400. oui, si mais à c'était Lima. C'était pareil, j'essayais D'accord. toujours, parce que, ouais, comme je dis, les modèles devaient être adaptés, donc je mis que les super-héros doivent être moins de 100%, oui, 100%, non, 100 pour 500, donc c'est moins de, Ouais. oui, 1 kilomètre Bah, par heure. le plan de base n'a pas la même régularité que le plan Cerda de Barcelone, donc c'est pas exactement ça, mais moi j'ai regardé, hein, ça se tourne entre 400 et un peu plus. Je pense que c'est des îlots encore un peu plus grands que ceux de Barcelone, hein, que les super îlots de Barcelone. Oui, oui, mais la Oui, pensée Mais de Salvador, la alors c'est marrant parce que pensée, l'îlot lui-même est plus petit, puisque à Barcelone, il faut 9 îlots pour faire un super îlot, et là on est facilement à 16 îlots, hein, 4 par 4 au lieu de 3 par 3. Je oui, ne me trompe pas, aussi, mais je dois Madame dire Anglais. que moi, je savais que les super-héros d'Alima allaient être plus grands que ceux de Barcelone, mais c'est aussi vrai que la population de Lima est beaucoup plus habituée à marcher que Oui. la population européenne. Donc, la distance, oui, j'ai fait même une étude de la relation, de la conception de l'espace en Amérique et en Europe. C'est clair que pour eux, la distance, c'est pas exactement le même que pour nous. Donc, même si pour nous, c'est très grand, pourrait marcher. Et j'ai vu les distances maximales qu'on peut marcher. J'essayais toujours d'être oui, au-dessous de ces distances. Non, mais on est dans des ordres de grandeur comparables, hein. C'est un tout petit peu plus grand, mais c'est pas non oui, plus oui, oui. Oui, les 10% exactement. qui peut-être la différence, hein, pas beaucoup plus, hein. Voilà. Chantal, on t'écoute. Oui, bon, d'abord, bravo, c'est très intéressant ta présentation. Bon, moi, en plus, je suis très sensible à ce qui se passe en Amérique latine, donc encore bravo. Moi, une question, donc tu as cité aussi Carlos Moreno avec la ville du quart d'heure. Bon, je connais bien Carlos, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant qu'on a déjà traité, nous, à la SFU, mais qui a été aussi traité par un jeune urbaniste au niveau européen, qui a fait une démonstration sur ce sujet. Moi, une question très, très pratique, parce que, bon, le super îlot avec la séparation de la voiture et Oui. du piéton, je trouve ça très, très bien. Mais je voulais savoir justement à propos de la ville du quart d'heure quelle est la distance, tu as raison, les Péruviens sont beaucoup plus habitués à marcher. Mais quand même, nous, on a une question à Marseille là-dessus, où on a supprimé, bon, par exemple, on a rendu la corniche sans voiture le dimanche. Mais on n'a pas, et il y a des gens qui ne peuvent pas beaucoup marché et il y a pas de bus qui passe. Donc, c'est un problème, ça a été un problème. Je voulais savoir, moi, si à partir, euh, bon, la théorie du quart d'heure et aussi combien de temps il faut à un piéton pour rejoindre un bus, enfin un mode urbain. Un transport en commun. D'accord. Donc, c'est vrai que dans le modèle de super-pilote, on ne parlait pas de temps, on parlait plutôt de distance. Et la question pour laquelle Salvador a choisi à faire des 400 pour 400, c'est pour rendre les transports en commun toujours accessibles assez rapidement. C'est-à-dire, c'est toujours Rapidement, d'accord. oui, moins de 200 mètres, oui, ça dépend, mais oui, 250 mètres. Donc, moi, c'est un peu pareil. C'est vrai que les lignes sont pas exactement les meilleures et peut-être qu'on peut, Bien sûr. oui, mais aussi, on va dire qu'à Lima, il n'existe pas des arrêts de transport, exactement. Donc, tout le monde sache où on doit arrêter parce que ça, c'est où les bus ont l'habitude d'arrêter, mais ça ne veut pas dire que même le bus va arrêter ou que c'est toujours là. Donc,
c'est plus flexible qu'ici. On peut toujours essayer de le rendre plus accessible au lieu les super-pilotes qui ne sont pas aussi accessibles. Mais oui, c'est vrai que les temps, c'est pas une question dans ces modèles. Et bon, mais je pense que tous les deux modèles, même la ville de Carter et les super-pilotes, ont dans ce sens les mêmes buts, que c'est de diminuer la pression de la voiture. Ouais. Oui, la pression de la voiture. Ouais. Oui, alors, mais aussi en étant sûr qu'à Lima, la voiture est partout. Et même si les transports en demande, c'est les modes de transport les plus populaires, ce n'est pas parce que tous les gens, oui, parce que les gens préfèrent les bus, c'est parce que les gens ne peuvent pas acheter une voiture. Quand une personne a la chance d'acheter une voiture, finalement, ils vont l'acheter pour la sécurité, pour la sûreté. Bien sûr, oui, donc c'est une question sociale aussi. Et la dernière chose, sur ta réflexion sur la gentrification, dont on souffre beaucoup, y compris en Europe. Bon, il y a deux quartiers, donc San Isidro et Lince, qui est beaucoup plus pauvre. Est-ce qu'il y a Pourquoi est-ce que les gens vont aller à Lince? C'est parce que c'est amélioré, qu'il y a tout ça, ou est-ce que de toute façon, le centre-ville va être occupé par des gens plus riches et au détriment des gens pauvres qui vont partir de plus en plus loin. Donc, c'est un peu tous les deux. Donc, c'est vrai que maintenant, comme on a pu voir, il y a une pression très, très forte de San Isidro à Lince vers le sud, parce que donc, les riches veulent vivre à San Isidro. Même il y a des autres quartiers assez bons, mais San Isidro, c'est encore San Isidro. C'est comme les meilleurs quartiers de Paris. Tout le monde veut être là. Oui. Mais c'est limité. Les ménages là sont limités. Donc, c'est vrai que c'est pressionné dans tout le tour de San Isidro, dans tous les quartiers. Donc, si on va améliorer la situation à Lince, les riches, ils vont aller là-bas, parce que bien sûr, ils peuvent payer tout ce qu'ils vont. Donc, c'est vraiment un problème, mais c'est vrai que aussi les centres-villes est encore plus, oui, à ces situations de gentrification, pas justement pour l'amélioration de rue, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi, les inégalités elles sont en train de s'agrandir, il y a beaucoup d'expatriés, que ça c'est une question aussi là. Donc, ce n'est pas exactement la seule origine de ces problèmes, mais ça sera encore une chose qui va qui va être plus mauvaise. Donc, maintenant, je n'ai pas les solutions. Si je l'aurais, je serais déjà la ministre des Transports de Lima. Mais oui, c'est une question dont on doit parler parce que je pense qu'ici en Europe, on parle beaucoup de ça, mais en Amérique latine, c'est encore très, très... Oui, on ne parle pas aussi parce que comme les inégalités, elles sont partout, on est plus habitué, mais on ne doit pas être si habitué. Les centres-villes, c'est pour tout le monde, pas justement pour les riches. Bien sûr. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce que démontre Cristina, déjà, tous les plâtres ont quand même été essuyés à Barcelone. Hein. Je rappelle que les premiers Supermanzana, là, c'était la révolution. Là-bas, il y a eu énormément d'opposition. Finalement, ils sont aussi revenus en arrière pour revenir dans d'autres configurations. Et puis, il y a eu également à Barcelone cet effet de gentrification qui a également été traité avec des mesures foncières ou fiscales dans les nouveaux quartiers. Donc, tout ça, c'est un peu réglé à Barcelone. Mais ce qu'on ne savait pas, parce que tout le monde dit, oui, mais Barcelone, c'est spécial. C'est vrai que c'est spécial, surtout quand on est dans la trame de Cerdà. Donc, ce qu'on ne savait pas, c'est si on pouvait... appliquer les mêmes enseignements ailleurs. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que même si c'est un damier qu'a traité Cristina, on est dans une configuration radicalement différente.
Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à montrer que c'est réplicable. Oui, Oui, bien sûr. Et maintenant, il y a déjà l'exemple, par exemple, à Bogota, ils ont déjà appliqué ça et ça marche très bien. Donc, Ouais, c'est pour ces raisons que mon chef à la Banque mondiale, c'est lui qui a développé ces super-héros et que maintenant, il est en train de développer des autres projets de super-héros partout en Amérique latine parce que là-bas, ça marche. Et pour ouais, eux, l'introduction de ces espaces où il peut rencontrer les gens, voir que tes voisins peut-être ton ami, même s'il vient oui, de la montagne et que c'est pas exactement comme toi, ça ne veut pas dire il est dangereux, on peut dire, parce que ça a été ouais. vraiment un ça problème veut à dire que Lima pendant une certaine année. Donc, c'est très important de créer cet espace de rencontre. Oui. Ah oui, c'est très, Emmanuel, tu avais très tu intéressant. as levé Oui. la main. Moi, j'ai plusieurs questions, réflexions, remarques. Merci d'abord de nous avoir présenté ce projet, Christina, et de l'avoir vraiment présenté très clairement. Ma première Merci. question, c'est il y a un risque ou est-ce qu'il n'est pas avéré de repli sur soi? À partir du moment où on n'est plus traversé, pénétré par les autres, est-ce qu'un quartier ne va pas vivre, vous voyez, de manière très entre soi? Deuxième question, est-ce que vous ne créez pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des périphéries nouvelles? C'est-à-dire que les rues qui sont celles qui vont accueillir les flux détournés du cœur vont devenir des lieux très, très brutaux, puisque ils vont accueillir toutes les circulations. Et du coup, on crée de nouvelles périphéries alors qu'on voulait supprimer des périphéries. C'est une chose que je crois à Barcelone a été regardée. Oui. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu à Lima, etc. Troisième sujet, vous parlez effectivement de gentrification. Moi, je voudrais dire que c'est pas toujours une mauvaise chose, la gentrification, contrairement à ce qu'on entend souvent dire. Moi, je connais bien des maires dans le sud enfin, dans le nord de Paris, pardon, qui aimeraient bien être un peu gentrifiés. Et donc, je pense que la question, c'est pas celle de la gentrification, la question, c'est celle d'une certaine diversité de population. Et donc, parfois par gentrification, ou parfois, au contraire, par accueil de populations moins aisées. Donc, je voudrais savoir si ce sujet de l'équilibre social, de l'eurythmie sociale, est facilité par votre vision. Et puis, dernière remarque que je trouve vraiment, enfin, je trouve que vraiment ce que vous montrez là, c'est combien la politique, le sens politique, est important dans l'urbanisme, dans la conception urbaine, et je suis très heureux. J'espère, enfin, est-ce que le projet que vous avez montré est porté politiquement par certains élus, parce qu'il correspond à une vision vraiment politique, presque idéologique de la conception urbaine. D'accord. Donc, en ce qui concerne les risques à être un peu, oui, à devenir un îlot dans la ville, on peut dire que oui, c'est vrai qu'il existe les risques d'être un peu, je ne sais pas comment dire en français, mais de s'éloigner de les restes de la population. Mais vraiment, ça existe déjà. Parce que même, par exemple, moi, j'habitais à Miraflores quand j'habitais là, et il y a un parc à Miraflores, et les gens de là-bas disent, ah non, 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 mais c'est à nous, et le reste n'est pas venir ici parce que c'est justement pour nous. Donc, c'est que le existe déjà et on doit lutter contre ça. Mais je pense que c'est pas la possibilité oui, de conduire la voiture par toutes les rues que nous donnent ces possibilités d'émerger, on dit ça, oui, Oui, de communiquer, de s'ouvrir aux autres, oui. C'est plutôt oui. l'inverse, peut-être. Oui, Je oui, pense oui. que si l'on crée un lieu que c'est très, très attirant, parce que vraiment ça sera très attirant, très attractif, tout le monde va vouloir être là parce que, par exemple, la situation de prix. Quand je, mais, oui, quand j'allais dans une part et il n'y avait pas de son, pas de bruit de la voiture, c'était comme génial et tout le monde voulait y aller là.
Par contre, si tu es dans des autres lieux que c'est terrifique, tu ne veux pas aller. Donc, finalement, je pense que le monde va vouloir rentrer dans les super-îlots. Et ça permet aussi, ce qu'on avait dit, la mélange de différents groupes de la société, parce qu'on va créer un pôle d'attraction, même si ça peut être aussi un risque, et aussi les gens diront non, non, il y a trop de gens, et ça, c'est un problème. Mais finalement, je pense que la voiture, c'est pas oui, le mode qui crée la cohésion sociale, c'est plutôt les piétons, c'est ce qui rend la ville plus connexe. Aussi, dans la deuxième question, c'était les nouveaux périphériques. Donc, oui, c'est vrai qu'avec, par exemple, à Barcelone, ils ont ces problèmes-là, où la rue périphérique et la circulation là, c'est si lourd que le bruit, c'est beaucoup plus fort que dans les super-îlots. Et c'est vrai que ça, c'est un problème. Mais pour moi, la réponse, c'est toujours la même. Essayer de développer les transports en commun de telle façon que ça soit plus intéressant d'utiliser les transports en commun et aussi mélanger un peu avec l'idée de la ville de Carteder, essayer que tout soit plus accessible et qu'on ne doit pas aller très long pour faire les cours. Donc, oui, on risque de créer ces périphériques. Les gens qui habiteront dans les rues principales ils souffriront ces situations au début, mais ces modèles, ce n'est pas un but, c'est un mode, je veux dire. C'est les premiers pas dans un parcours de plusieurs pas qu'on doit suivre pour changer la ville. Parce que maintenant, c'est clair que la ville, c'est insoutenable, non, soutenable, on dit, insoutenable. Ouais, donc, Oui, oui. c'est pas possible de continuer ce développement urbain, même si on peut pas. Moi, je suis pas contre la voiture, d'accord, je veux dire ça. Je pense qu'on doit trouver l'équilibre partout. Et c'est pour ça que j'aime bien les super-îlots, parce que je pense aux sécurités, je pense à les gens qui ont un problème d'accessibilité. C'est toujours important qu'ils aient l'opportunité d'arriver chez eux avec la voiture, parce que les réalités sociales sont très diverses et on ne peut pas toujours penser dans une personne jeune qui est très bien physiquement. Donc, il faut trouver les équilibres. Aussi, on avait parlé de la gentrification. Et oui, c'est vrai que la question, c'est pas que les riches achètent. La question, c'est que, pour moi, si tu as toujours habité dans un quartier, ta famille est là, tu veux, parce qu'à Lima, c'est différent qu'en Europe. Quand on parle de quartier, c'est pas exactement un quartier. Ça, c'est des municipalités. C'est-à-dire, ils sont leur gouvernement qui c'est propre. Donc, c'est différent, toujours, même si c'est une ville qui peut changer, mais c'est un peu très différent. Donc, je pense que c'est important de donner l'opportunité à tout le monde de rester où elle veut être. Et aussi, oui, bien sûr, il faut mélanger les groupes sociaux parce que je pense que c'est clair que quand on a des quartiers dans lesquels il n'y a qu'un groupe social, ça devient un problème pour les quartiers, mais aussi pour le reste de la ville. On a vu dans Marseille, dans la Belgique, ici en Espagne, on l'a aussi. Donc, mais ça, c'est pas une question actuelle. Par exemple, Arturo Soria essayait de lutter contre ces questions dans la ciudad lineal, la ville linéaire, je ne sais pas ce qu'on appelle. Oui. Donc, on essaie toujours de lutter contre ces questions, mais on n'arrive pas à la solution finale. Donc, je pense que pour ma génération, ça sera une question très, très importante, au même niveau que la crise environnementale. Et la quatrième question, désolée, je me souviens plus, je ne l'ai pas notée. C'était pas une question, c'était une réflexion sur le sens politique, sur la dimension politique de la ville. C'était juste une réflexion. Oui, c'est vrai que même ces projets, et ça dépend même du pays, ça peut être considéré d'un côté politique ou de l'autre, mais c'est très important. Et le problème à Lima, c'est aussi comment on peut dire, l'insécurité politique. Les ministres, les présidents, les gens de la municipalité
peut-être qu'il change tous les 6 mois. Donc, ça, c'est un problème très Oui, grave. c'est vrai. Et ça aussi ne permet pas d'avoir une continuation dans le développement de la ville. Ils ont essayé de développer des pistes cyclables et il y a une année, notre personne qui a été électée a enlevé la piste cyclable. Donc, c'est vraiment difficile à tout ça. Et aussi, il y a des autres problèmes bon, plus difficiles. Très bien, merci. Alors, je vous propose de faire un petit tour parce qu'on a quatre personnes qui veulent intervenir. Donc, on va prendre les interventions des 4 à la fois, puis on essaiera avec Christina de faire une réponse globale. Donc, dans l'ordre, Bruno, Monsieur Verdier, Denis et Chantal. Voilà, on t'écoute, Bruno. Alors oui, moi c'était une réflexion par rapport au risque d'enfermement, si je puis dire, qu'évoquait Emmanuel de la Masselière. Je me dis que, au contraire, peut-être il y a des continuités à rechercher entre les différents super-îlots. Et notamment, on peut peut-être trouver je pensais au V7 de Le Corbusier, que tout le monde connaît, sur son plan de Chandillard, notamment. Peut-être qu'il y a des voies un peu thématisées comme ça, qui pourraient traverser, ne pas rester sur un îlot, mais traverser la ville, en fait. On pourrait trouver des espèces de promenades comme ça. Moi, je me dis qu'il y a au contraire des opportunités de trouver des transparences, quoi, ou des continuités entre les super-îlots. C'est une idée comme ça. Oui. Et ensuite, j'ai une question. Je me dis, alors il semblerait qu'à Barcelone, ça a été très compliqué. Je ne sais pas ce que ça donne à Lima. Je sais que à Lyon, ils font un essai sur la Part-Dieu et il y a 250 réunions de concertation qui ont déjà eu lieu et ils y vont vraiment sur la pointe des pieds. Moi, si j'habitais un îlot, alors évidemment, comme dit Emmanuel, sur la périphérie, ça doit être moins sympa que quand on est au milieu. Mais ça me ferait plaisir, moi, qu'on fasse un super îlot. J'ai un peu de mal je voudrais savoir quels sont les motifs de la résistance des habitants. Sauf les commerçants qui doivent dire « Oh, il y aura moins de bagnoles, donc on va plus pouvoir venir acheter chez moi. » Mais celui-là, on le connaît, cet argument-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça, la position des habitants. Voilà. C'est fini. Très bien. Monsieur Verdier, on vous écoute. Oui, Philippe Verdier. Philippe. Je vais peut-être être un peu redondant par rapport à ce qui a été dit. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est où sont aujourd'hui réellement les plus pauvres à Lima. Est-ce qu'ils ne sont pas en dehors du maillage des îlots? Je ne connais pas du tout Lima. J'ai eu l'occasion de passer quelques semaines dans une ville d'Amérique du Sud très différente, qui est La Paz en Bolivie. Les plus pauvres, ils sont sur les pentes les plus fortes, et à chaque fois qu'il pleut, leur maison peut partir, s'effondrer. Et donc, est-ce qu'il y a ce type d'inégalité sociale très forte à Lima? Et la deuxième question, c'est là, je suis peut-être redondant aussi, mais dans les mesures contre la gentrification et le développement de la mixité sociale, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le positionnement spatial des habitants qui permettent de lutter contre la gentrification. Je pense qu'il y a aussi des mesures plus spécifiquement sociales et lesquelles ça pourrait être. Très bien, merci Philippe. Denis, on prend ton intervention. Tu as laissé ton micro fermé. Avec mes excuses, merci beaucoup Christina pour votre présentation très claire. Ma question, elle est peut-être un petit peu proche de celle de Monsieur Verdier. Au tout début de votre présentation, vous nous avez montré une carte du développement de la structure urbaine de Lima. Et sur cette carte, il y a la phrase « étalement hors de contrôle ». Et effectivement, pour le peu que je peux en connaître, on a énormément d'urbanisation spontanée, c'est même une des références, j'allais dire mondiales en termes d'urbanisation spontanée, avec des choses qui sont très intéressantes, qui ont été beaucoup étudiées, avec en gros les gens qui structurent leur habitat et ensuite qui s'occupent des infrastructures collectivement.
Je sais qu'à Lima, par exemple, il y a des cooperativas de viviendas carrément qui négocient avec les fournisseurs, par exemple, de réseaux téléphoniques, alors même qu'ils sont non titrés sur leur terrain et que les voiries sont pas établies. C'est-à-dire, en gros, l'occupation humaine précède les infrastructures dans une logique qui est un petit peu à rebours de l'urbanisme traditionnel. Et j'avais juste deux questions. C'est d'une part, est-ce que vous imaginez que la nature de la réflexion que vous avez menée, elle puisse s'appliquer, voire avoir une utilité dans ce type de quartier, premier point. Et deuxième point, est-ce que finalement le besoin de structuration ou le besoin de trouver des matrices urbaines qui puissent permettre une durabilité, il ne soit pas plus accentué dans ces secteurs-là que dans le cœur de ville? Merci beaucoup, Denis. Et Chantal, Oui, alors, moi, c'était une question très par rapport à l'appui de la Banque mondiale. Bon, je trouve que c'est très intéressant. Tu nous as cité des montants. Est-ce que la banque met de l'argent là-dedans? Et tu as cité donc enfin là, on parle donc de Lima et de Bogota. Mais est-ce qu'ils sont investis là-dessus sur toute l'Amérique latine? Je pense par exemple à des villes comme Buenos Aires, São Paulo, qui a aussi besoin de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à gratter de ce côté-là? Toujours intéressé par ce qu'on peut faire en Amérique latine. En dehors d'avoir des gens comme toi qui réfléchissent. Ça fait un gros bombardement de questions. C'est un débat un peu chargé, mais on est tous avec toi, Christina. D'accord. Donc, j'essaierai de répondre plus ou moins à tout le monde. Donc, en ce qui concerne les groupes sociaux les moins aisés, ils sont éloignés vraiment de l'INSEE, ils sont plutôt au nord, ouais, dans les périphériques de la ville, à cause de ce que Denis vient d'expliquer, que finalement, maintenant, le développement de Lima se déroule dans les implantations illégales dans les montagnes qu'il y a à Lima. Donc, et c'est les gens qui viennent de tous les pays, ou des autres pays, ils arrivent et ils construisent quelque chose, si on peut l'appeler des maisons. Et finalement, après, c'est la municipalité ou les réseaux de téléphoniques ou d'autres, ça dépend, qui arrive et fait l'organisation comme on peut le connaître ou l'aménagement. Mais c'est vrai que ça a été une autre question pour laquelle j'avais choisi celui-ci, parce que ces quartiers-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas les plus aisés de la ville, mais ce n'est pas les moins aisés parce que c'est plus difficile à travailler là. Mais je dois dire qu'également, on peut utiliser ces modèles dans ces quartiers. Et par exemple, à la Banque mondiale, quand j'étais là-bas, ils ont proposé des super-héros dans Comas, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Donc, on peut le faire. C'est vrai, ça sera plus difficile à cause de la manque de contrôle, on peut dire. Mais aussi, on a la chance que ces quartiers ils sont en train de se développer toujours et que les bâtiments ne sont pas très, on peut dire, on peut les enlever plus facilement, les changer, développer des bâtiments beaucoup mieux pour eux. Donc, c'est facile à le faire, même si, oui, c'est vrai que c'est les groupes sociaux plus pauvres et donc c'est difficile. Et oui, on avait parlé de les inégalités. Oui, la situation des plus riches de Lima, ceux de plus pauvres, c'est vraiment différent. Donc, on parlait par exemple que dans ces montagnes de Lima, parfois elles ne sont pas les réseaux d'eau potable, parfois elles ne sont pas des réseaux électriques et tout ça. Les rues n'existent pas, elles doivent monter par la campagne, on peut dire. D'accord? Donc, les inégalités, elles sont vraiment, vraiment là. Et aussi, on avait parlé de la Banque mondiale et la situation dans les autres villes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la Banque mondiale, c'est divisé dans différents bureaux. Donc, ça dépend plutôt des bureaux, mais je sais que dans l'Amérique latine, il y a ces projets
à Brésil, ils sont en train d'essayer de faire oui, je pense, bien sûr, la Colombie, je pense qu'ils allaient l'essayer à l'Équateur et à Argentine, je ne suis pas sûre, mais mon chef, il est allé pour parler de ces questions-là, donc c'est possible, et bien sûr, à Buenos Aires, c'est beaucoup plus facile, je pense, parce que c'est déjà une ville très, très conformée. Donc, oui, c'est des projets qui sont maintenant dans l'actualité et même dans l'actualité de la Banque mondiale. Donc, on pourra voir quel est le résultat final et si c'est plutôt une utopie ou si ça marche. Très bien. Mais en dehors en dehors de ta présence à toi, enfin de ton travail, est-ce qu'ils financent quelque chose? Je veux dire, dans les choses qu'ils nous ont montrées, que tu nous as montrées, les coûts, est-ce qu'ils ont… Oui. Oui, ça c'est la question. Par exemple, c'est dans les programmes où je participais, et c'était pas exactement comme les projets que je proposais parce que ils proposaient à développer une super îlot je pense que c'était 5 quartiers. Donc, c'est pas un réseau parce qu'on doit commencer par quelque part. Mais oui, essayer de faire tout, même par exemple, on a compté les numéros de voitures qui marchent par chaque rue parce que ça, c'est des données que moi, j'aurais bien aimé faire des modèles, des trafics parce que je sais que ça peut être un problème, mais je n'avais pas l'information. Donc, ça, c'est plutôt pour un doctorat. D'accord, merci. Et je voulais juste rebondir sur la question la remarque de Bruno sur les voies thématisées, juste pour faire part de mes propres réflexions sur ce sujet. Mais en fait, c'est un peu le jeu des poupées russes, parce que ce que tout le monde a oublié, c'est que quand Cerda a fait le plan de Barcelone, il avait créé une double trame piétonne qui traversait tous les îlots. En reportant donc sur les voies les tramways. C'est pour ça qu'il avait fait les pans coupés pour faire tourner les tramways, mais qu'il avait fait des voies à l'intérieur des îlots pour les piétons, parce que les pans coupés rendaient la traversée des carrefours plus difficile. Et toutes ces voies piétonnes ont été bouchées sur une centaine d'années et privatisées. Et le premier enseignement, c'est que c'est exactement également ce qui s'est passé de façon beaucoup plus vite sur les îlots ouverts de la rive gauche de Paris. C'est que à chaque fois qu'on veut installer finalement des mobilités collectives par servitude sur des espaces privés, ça ne marche pas en ville. Ça marche à la campagne, mais ça ne marche pas en ville. Je ne connais pas d'exemple en fait où on a réussi finalement alors un peu les passages couverts parisiens, mais il y en a beaucoup quand même qui sont fermés. Donc ça, c'est une question personnelle, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur l'espace public et que cet espace public, il est beaucoup plus malléable que ce que l'on pense finalement. Il accueille les mobilités qu'on souhaite lui attribuer. La deuxième réflexion que j'avais, on en a parlé, c'est sur Barcelone, le plan de Rueda, c'est de mailler l'ensemble de la ville, y compris les périphériques qui ne sont pas du tout organisés en damier, avec le même système. Et évidemment, sur les premiers super îlots, l'opposition la plus forte a été dans les rues qui accueillent toutes les circulations et les circulations supplémentaires. Juste pour information, ce qu'a fait Salvador Rueda, c'est qu'il a modélisé tout ça. Il a démontré que finalement, ces rues allaient accueillir 20% de flux de circulation supplémentaires, enfin 18% exactement. Ça paraît peu, mais en fait, c'est énorme, parce que les nuisances de la circulation, en général, sont au carré de la croissance du trafic, en bruit, pollution, etc. Et donc, ben voilà, la question qui est adressée à Barcelone, comme l'a souligné Christina, c'est comment est-ce qu'on peut résorber ces 20% supplémentaires, en particulier sur les transports collectifs ou sur les vélos peut-être. Voilà. Donc, il y a un gros accompagnement, je pense, en parallèle sur le maillage du réseau de transport. La cohérence en fait du déploiement des super îlots à l'échelle de l'agglomération.
le phasage, parce que tout ça va prendre beaucoup de temps, mais quand même, à la fin, on arrive à un modèle de ville qui change un petit peu. Et moi, je pense que la question essentielle, c'est que dans toutes ces opérations de réappropriation de l'espace public, c'est qu'on évite que ces espaces publics soient privatisés. Parce que, voilà, enfin, je ne connais pas d'exemple où, à partir du moment où ils ont été privatisés, eh ben, ils sont restés ouverts finalement. Donc, quelles que soient les civilisations. Donc, voilà, je pense que le risque, c'est peut-être la gentrification, voilà. Mais pour moi, le plus gros risque, c'est qu'à la fin, il y ait des gens qui mettent une barrière à l'entrée, comme Oui, souvent en Amérique du Sud, et qui disent, voilà, ce quartier-là, maintenant, ben, on ne le traverse plus. Et Voilà. ça, à Lima, c'est vraiment un problème parce que ça existe déjà des fermetures dans certaines rues parce que, oui, l'insécurité et l'insécurité de la rue, mais ça, c'est toujours, par exemple, je parlais du projet qu'on a mis en lieu et c'était une question très importante à dire, non, non, c'est pas possible à le fermer, il doit rester toujours public, mais comment est-ce qu'on peut l'assurer toujours? Ça, c'est plus difficile à répondre. Mais enfin, Laurent, d'où l'importance des continuités entre les super-îlots. Oui, ça, c'est très important, oui. Bon, est-ce que quelqu'un Sur la résistance des habitants, vous avez répondu ou... Pardon, quelle Sur la question résistance des habitants oui, super-îlots, à la mise bien en place sûr. d'un super-îlot. Oui, donc la résistance des habitants sera d'un côté les gens du commerce, parce que bien sûr, ils ont peur de perdre des ventes, mais aussi pour les habitants, je pense que la plupart, ils ont peur de perdre les droits à l'accès à une voiture, à ces bâtiments, parce que oui, c'est toujours les mêmes choses. Non, mais ma mère, elle est très vieille, elle ne peut pas marcher, comment est-ce que je vais faire? Ou si je fais les cours, comment est-ce que je peux porter les cours? Donc, les trucs, c'est qu'on n'interdit pas la circulation, on empêche ou on fait moins attirant de circuler dans la super-îlot si tu ne veux pas aller à la super-îlot. Donc, c'est pas interdit, c'est justement empêché. Donc, la population qui habite là, elles ne seront pas des questions, mais aussi, oui, c'est, comme on vient de dire, ceux qui habitent dans la périphérie, peut-être que, oui, ils seront peut-être plus opposants à ces questions-là, mais comme je me souviens plus qu'il a dit, mais c'est vrai que finalement, si tu as dans ta super-îlot, il y a des espaces agréables pour y être, c'est, oui, un peu quid pro quo, on peut dire, je ne sais pas si ça. Très bien. Denis, tu avais une question. Ton micro, toujours. Pardon, question très courte. Vous avez évoqué les coûts d'investissement. Pour autant, on sait que dans ce type d'aménagement, ce qui est très difficile à réussir, c'est d'obtenir ensuite suffisamment un modèle économique qui permette l'entretien à long terme des voies qui sont créées. Donc, est-ce que c'est une des dimensions, mais que vous avez résumé rapidement? Et d'autre part, est-ce que ça fait partie aussi j'imagine, du schéma de la Banque mondiale, une structuration pour financer l'investissement et puis ensuite un modèle économique pour assurer le fait que ces investissements perdurent dans le temps? Oui, donc, pour mon projet, les budgets que j'ai fait, c'était un peu simple parce que je n'avais pas l'accès à des instruments très, très profonds, on peut dire. Et donc, c'était plutôt la construction et combien ça coûte à niveau matériel. Je ne peux pas dire combien ça coûtera pour l'avenir et pour que ça soit toujours dans la même qualité. Je sais que dans la Banque mondiale, oui, bien sûr, il y a bon, en vrai, c'est la Banque mondiale, donc il y a des études très, très fortes à niveau économique. Elle fait des études pour savoir si c'est faisable, si c'est pas faisable. Et dans ces programmes-là, je ne suis pas plus sûre si ils vont donner l'argent sans espérer de les retourner ou s'il il fallait les retourner. Je pense qu'il ne doit pas les retourner. Donc,
Oui, il y a des programmes d'investissement et c'est lui qui vont les payer. Merci. Mais c'est vrai que Après, ce n'est pas exactement les projets que j'ai développés, donc on ne peut pas parler après, de même chose. en théorie, la baisse de la vitesse des trafics prolonge la durée de vie des espaces publics, hein, normalement. Enfin, Oui, normalement. Tout et je espace me public rendu doit compte être entretenu, même Oui, s'il oui, est bien sûr. piéton, Oui. on est d'accord. Oui, je me suis rendu compte que dans la présentation, j'ai oublié de dire que la troisième étape était l'aménagement final avec des bons matériaux sans l'organisation statique. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai le coupé. Bien. Est-ce que quelqu'un a encore une remarque ou bien on laisse la place à la conclusion? Bon. Alors, moi, j'avais une dernière petite question, Christina. C'est d'une part, comment est-ce que tu as vécu cet exercice avec nous? Et puis, surtout, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu en es où dans ta carrière et est-ce que tu vas continuer à développer ces études et tout ça dans ta vie professionnelle? D'accord, donc tout d'abord, merci à tous pour votre attention et vos questions sont vraiment intéressantes et c'est toujours un plaisir d'être parmi des professionnels. C'est bon et français. Donc, vraiment, merci pour me donner ces places. Et bon, maintenant, je travaille chez un bureau d'études dans la partie des transports, dans les développements des transports urbains. Et donc, oui, je suis intéressée à continuer avec la partie plus urbaniste, mais ouais, bon, il faut commencer par quelque part et parfois, le premier travail, c'est pas là que tu veux, mais bon, moi, je suis très intéressée. Après, j'ai envoyé ces projets à mes camarades qui travaillent à la Banque mondiale pour voir si ça peut les aider et si, je ne sais pas, à l'avenir, on pourra faire des travaux ensemble. Mais pour l'instant, je reste à développer des transports urbains et ça va. Donc, merci Très à bien. tous. Très bien. D'accord. Chantal, tu voulais? Oui, moi je voulais un dernier mot. On aura en octobre prochain, on va mener avec une amie, enfin d'autres personnes de la SFU, un rendez-vous sur les femmes urbanistes. Bon, comme je disais, moi, je pense que les femmes espagnoles sont très, 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 très en avance sur ce point, et je me permettrai de te demander quelques informations là-dessus. Voilà, on a Bien sûr. des informations, et bien sûr de t'inviter Très bien. à ce Bien rendez-vous. sûr. Ouais. Et Comptez qui avec moi, sait, oui. peut-être dans le cadre, moi, de ma structure Amérique latine et France Développement, qui sait, peut-être un projet en Amérique latine, plutôt au Brésil ou en Argentine. D'accord. Voilà, Bien. merci beaucoup en tout cas, Bon, c'était en tout Merci à génial. vous. cas, donc si je peux tenter une conclusion, évidemment un immense merci à Christina, que j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner quand elle était au pont, mais voilà, encore plus de plaisir à retrouver et à partager tout ça avec elle. Bon, alors donc la première chose qu'on a compris, c'est que si vous voulez faire un super îlot quelque part dans le monde, ben, il faut appeler Christina. donc on ne se gênera pas. Hein. Et puis la deuxième réflexion, donc Christina, c'est que comme le dit Chantal, on a énormément de travaux à la SFU qui ont un lien avec l'Espagne. Enfin voilà, on regarde tout le temps ce qui se passe en Espagne. On adore l'histoire de l'urbanisme espagnol, évidemment, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la Société française des urbanistes, c'est ta maison, hein, dorénavant. Je pense qu'on aura besoin de faire plus de liens avec le monde des urbanistes espagnols. Donc voilà, tu vas peut-être être un petit peu sollicité pour nous servir un petit peu de relais avec ce beau pays. Oui. Et voilà, donc n'hésite pas de ton côté également à nous solliciter pour toute idée ou contribution qui pourrait mélanger un petit peu les savoir-faire espagnols et français sur l'urbanisme. Voilà, encore 1000 félicitations pour tout ce que tu as réalisé.
Dans quelques jours, je mettrai le film donc sur la chaîne YouTube de la SFU et je vous avertirai tous dès qu'il est publié. Et puis, on te dit à très très bientôt, Christina, et je laisse le mot de la fin à Chantal qui a relevé la main. J'ai relevé la main. J'ai relevé la main parce que, bon, moi, j'ai rencontré récemment, en fait, dans le cadre du Conseil européen des urbanistes, on a fait une conférence à Bilbao et on avait beaucoup de profs de Barcelone. Et un professeur de Barcelone m'a demandé d'organiser, bon, de donner des cours, mais ça, c'est autre chose, mais d'organiser une coopération avec l'Université de Marseille. Voilà, j'essaie de faire ça. En fait, le point, c'est vrai qu'entre Marseille et Barcelone, on a énormément de points, enfin, de problèmes communs, dont le Airbnb, qui, à mon avis, est la cause de grande gentrification, à la fois à Barcelone et Marseille. Et j'essaie d'établir un lien entre l'université de Barcelone et de Marseille. Voilà. Alors peut-être que je ferai appel à toi pour y arriver. J'ai beaucoup de mal. Plutôt du côté de Marseille. Barcelone, c'est déjà... voilà. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très, très bien et rafraîchissant. Bien. Merci beaucoup, Christina. Au revoir à tout le monde. Très bonne soirée. Et bon week-end. Merci à la SFU. Prochain rendez-vous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt.